Bonjour, je m'appelle Morgane Catoire. J'accueille les entrepreneurs et les dirigeants pour parler des dessous de leur carrière. L'intention de ce podcast, c'est de parler de l'impact d'une carrière sur le premier cercle de relations et comment on deal avec la solitude de l'entrepreneur. La phase B du succès, le podcast qui parle de la face cachée de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on reçoit Camille Matisse, et donc on a commencé à discuter avant de lancer l'enregistrement. Donc Camille, c'est le fondateur de Conquistador et de la Basque Valley. Voilà, c'est ce qu'on disait d'entrée de jeu, que ton histoire d'amour avec l'entrepreneuriat, c'est pas comme beaucoup de gens que j'ai reçus, une reconversion, une découverte un peu sur le tard. Toi, t'es tombé dans la marmite quand tu étais petit. Et, Exactement. ouais. Et tu me disais, voilà, ça fait 8 ans que tu y es sérieusement, et puis Mm. en fait, c'est quasiment depuis tes 15 ans. Et je veux bien que tu nous racontes ça. Ouais, en fait, l'entrepreneuriat pour moi, c'est vraiment un état d'esprit. Clairement, moi, je suis parti vraiment de rien. J'avais aucun lien avec l'entrepreneuriat. Il n'y a personne qui est entrepreneur dans ma famille. J'étais dans la ruralité Pays Basque-Béarn. Donc, du coup, pas d'accès non plus à voilà, des exemples d'entrepreneuriat ou même de l'éducation, que ce soit digital ou entrepreneurial. Le seul moyen, c'était Internet. Et encore, à l'époque, il n'y avait pas grand-chose. Voilà. Et moi, je viens vraiment, j'étais dans le monde du bâtiment, en fait. Donc, j'étais tailleur de pierre. J'ai fait ça jusqu'à mes 19 ans et demi, 20 ans. Donc, de mes 15 ans jusqu'à mes 19 ans et demi. Et après, j'ai fait une reconversion en droit et sciences politiques parce que j'avais envie de mieux comprendre l'humain et changer le monde. J'étais un peu révolté par les disparités sociales, voilà, par certaines injustices, et j'ai envie d'avoir un certain impact sur mon environnement, en fait. Ok. C'est un constat général que tu avais fait, ou il y a eu un déclencheur particulier de ça? Quand tu vois on va dire une partie de la population française qui travaille 50, 80 heures par semaine et sur chantier et pas dans des bureaux, voilà, et que ça gagne 1003, 1005, alors qu'en face, tu fais des travaux pour des gens qui gagnent 5000 balles et qui sont ingénieurs, et eux, ils font des journées de 35 heures. Mais des fois, tu te dis, putain, il y a quand même une certaine injustice en fonction de là où tu es né, en fonction de ce que tu as étudié, voilà, en fonction de plein de paramètres. Et voilà, et la vie, des fois, elle va être un peu dure. Et voilà, j'ai vu ce côté-là. J'ai eu la chance de traverser énormément de milieux sociaux différents. Moi, je viens d'une famille, enfin, ma mère est modeste, mon père avait un peu plus d'argent. Mais voilà, j'ai été élevé par ma mère en milieu rural. J'ai eu la chance de voir les cités en France aussi, parce que j'ai fait un lycée très chaud à Nîmes, donc voilà, qui s'appelle Frédéric Mistral, où j'ai habité dans la cité et tout ça. Donc j'ai adoré le côté solidarité et tout, mais j'ai vu aussi tout ce qui était violence, euh, trafic de drogue, tout le bordel. Et après, je suis reparti à Auch, donc dans le Gers, pour faire ma dernière année de bac pro à l'époque. J'ai fait CAP avec bac pro. Et là, pareil, constat, des gens très différents de ceux de la cité, mais voilà, pareil, la ruralité a des fois pas mal à voir avec la cité dans le sens solidarité, et voilà, on se serre un peu les coudes. Il y a une ambiance un peu marrante comme ça. Et du coup, arrivé en droit et sciences politiques derrière le monde du bâtiment, ben, je me rappelle, il y a un gros gap social, quoi. Clairement, moi je savais pas bien écrire, du coup j'ai dû apprendre à écrire quand je suis arrivé là-bas. J'avais fait une petite prépa en ligne pour me préparer à la sport. Puis là-bas, c'est le premier jour, c'est marrant, tu vois les autres, ils débarquent en costard cravate, alors que voilà, ils sortent du lycée, quoi. Voilà, ils ont jamais travaillé. Enfin bon, bref, c'était assez parlant comme gouffre social qu'il y avait, mais en même temps super intéressant aussi. Quelques années, tu t'es fait
comment dire, Ouais, une coupe de tous les environnements sociaux qui existent. ouais, j'avais eu la chance de voyager aussi parce que mon père était en expat. Moi, j'ai passé 4 ans aux Pays-Bas quand j'étais petit, de mes 4 ans à mes 8 ans. Et puis après, j'ai pas mal voyagé en Indonésie et en Europe aussi, par moi-même après en Europe. Et en Indonésie, c'était avec mon père aussi. Donc du coup, j'avais vu aussi que bon, la vie en France, c'était facile, quoi. Voilà. Et du coup, 2 ans à Bordeaux. Après, je suis parti un an en Turquie où j'ai vadrouillé un peu partout là-bas. Voilà, j'ai été dans des zones aussi un peu chaudes, puisqu'à l'époque c'était en 2014, donc c'était l'époque des Daesh, le début de la guerre de Crimée, etc., etc., fin d'Ukraine. Donc je me suis baladé un peu partout, j'ai adoré. Je suis un passionné d'histoire, d'architecture, de l'humain, donc super enrichissant. Ensuite, je suis parti à Donostia, Sébastien, pour venir chez moi, parce que Pays Basque Sud. Ouais. Derrière, j'ai fait mon Master 2, dernière année d'études à l'Université royale d'Hanoï au Vietnam. Ok. Et au Vietnam, c'est là que j'ai monté mon premier projet entrepreneurial. Bon, en réalité, c'était le deuxième, parce que j'avais fait un blog humaniste quand j'étais en Turquie, et dans mes voyages, qui s'appelait The Humanist Way. Ça remonte un peu. Et du coup, là, vraiment, c'est là où j'ai essayé d'entreprendre avec toutes les erreurs que ça implique, où tu ne sais pas du tout comment il faut commencer. Tu commences à faire des business plans parce que les gens ils te disent qu'il faut faire des business plans alors que c'est bullshit. Enfin bon, bref. Et du coup, j'ai un peu appris sur le tard tout seul, comme ça. En même temps, je faisais les cours le soir, en fait, euh, donc à l'université. Et dans tout ça, à un moment donné, j'ai rencontré du coup Gérard Depardieu, Gaspard Ulliel, Guillaume Niclou, tout ça, et on a fait un film ensemble au Vietnam. Ok. Donc j'avais l'université, j'avais mon projet entrepreneurial que j'essayais d'avancer autant bien que mal. Et à côté de ça, du coup, j'ai fini, je faisais la logistique pour le film. Du coup, je les aidais sur tout ce qui avait de local, puisque je connaissais bien Hanoï. Et en même temps, du coup, à la fin, ils m'ont demandé de jouer dans le film, et ce que j'ai fait. Donc, j'étais très content, c'était marrant, c'était une bonne expérience. Euh, j'ai continué l'aventure entrepreneuriale. En fait, cette tranche-là à Hanoï où tu étais sur plusieurs sujets en même temps, Ouais, le projet entrepreneurial que tu avais à ce moment-là, c'était le blog ou c'était non, notre... non, non. Là, c'était, je fabriquais des villas flottantes qui fonctionnaient aux énergies renouvelables. Ok, Donc, j'avais repris les bases, en fait, de ce que je maîtrisais vraiment en bâtiment, hein. Et puis, je m'étais entouré de gens un peu compétents autour de moi pour essayer au maximum, du coup, de construire un prototype technologique en partenariat avec des entreprises vietnamiennes et européennes. Je bossais avec la CCI européenne là-bas. Super intéressant. On a réussi à faire un proto. Alors, pas grandeur nature, malheureusement, mais on avait un plan fonctionnel et tout. Et après, je me suis mis à chercher des fonds. Euh, et là, du coup, j'ai touché une toute petite somme à l'époque là-bas. Mon projet s'était fait racheter, en fait, par une entrepreneuse locale. Et suite à ça, je suis revenu en France. Et en France, du coup, retour Béarn, Pays Basque. Et Béarn, Pays Basque, il n'y avait pas beaucoup d'emplois, en tout cas dans ce que je voulais faire, parce que je voulais aller vraiment dans le monde startup. Je m'étais rendu compte que l'entrepreneuriat, c'était vraiment fait pour moi, quoi. Et du coup, résultat, comme il y avait pas d'écosystème, ce que j'ai fait, c'est que je suis reparti dans le bâtiment, je fais de l'intérim et je fais croque-mort parce que j'avais les mains qui commençaient à morfler un peu. Donc, je fais croque-mort pendant 4 mois. Et derrière ça, je suis parti à Paris parce que j'avais quelqu'un qui bossait avec moi depuis le Vietnam qui m'a dit: mais qu'est-ce que tu fous? Il faut à tout prix que tu sortes de là euh, et que tu ailles, créer des opportunités. Donc, les opportunités, à l'époque, dans le monde digital, startup, elles étaient à Paris. Donc, je suis allé à Paris. J'y suis resté 2 ans et demi après.
Et là-bas, je suis devenu en fait associé dans une boîte qui faisait des prototypes technologiques pour les grands groupes. Et du coup, moi, j'étais head of growth, quoi. Ok. Le but, c'était quoi? C'était de trouver des hacks, donc on va dire des actions qui te permettent en fait de gagner beaucoup en faisant peu, pour faire simple. Et en termes de productivité dans l'entreprise, en termes pour aller chercher des contrats, pour améliorer l'expérience utilisateur. Voilà, c'est assez large, c'est ce qu'on appelle le growth hacking dans le jargon. Et donc voilà, c'était vraiment passionnant. J'ai passé 2 ans et demi à Paris là. Et après, j'ai pris la décision de vraiment m'engager sur ce qui me passionnait en fait, tout en montant en compétences, en continuant de monter en compétences. Du coup, j'ai ouvert Conquistador, qui est une association pour l'entrepreneuriat étudiant à la base, Okay. en même temps que je faisais mon taf dans la boîte. Hein. Et l'enjeu, c'était très simple, c'était promouvoir l'entrepreneuriat dans les écoles, dans l'université, etc., etc. Donc, on a monté le Tour de France de l'entrepreneuriat en partenariat avec le gouvernement et Pépite France, qui est en fait l'association des étudiants entrepreneurs au niveau national. Et voilà, ça a été une super expérience. On a été dans toutes les universités de France, faire des ateliers pour sensibiliser les jeunes à ce que c'était et tout. C'était génial. Vraiment super expérience. Et après, on a continué à faire des ateliers et à essayer d'accompagner les entrepreneurs. Mais le problème de ça, c'est qu'il n'y avait personne à l'époque, parce que c'était très early. Hein. Maintenant, aujourd'hui, il y a des masters entrepreneuriat. Maintenant, il y a des choses qui commencent à exister et tout. Mais à l'époque, il n'y avait rien. Donc, du coup, j'ai tout financé moi-même, quoi, avec ce que je gagnais dans la boîte. Et au bout d'un moment, ce n'était pas viable. Moi, j'en avais marre de CIDAP. J'avais aussi des tensions avec les investisseurs associés. Je dis, vas-y, bon, je me barre, j'en ai part. Et du coup, je suis reparti, j'ai pris un train, je suis parti pour Donostia, pour Saint-Sébastien, et là où je me sentais le mieux, quoi, chez moi. Et là, j'ai commencé à regarder, en fait, en local, d'abord au Pays Basque, qu'est-ce qu'il y avait, en fait. Est-ce que c'était partout pareil? Est-ce que l'entrepreneuriat, il était aussi mal compris? Est-ce qu'il y avait vraiment des accompagnements et du no bullshit? Parce que il y a trop de théories, quoi. Il y a trop peu de gens qui te conseillent comment monter des boîtes alors qu'ils les ont jamais fait, en fait. Et pour moi, C'est quoi pour toi le sujet? Parce que tu dis qu'il y avait peu de formation et que là, il y a quand même des lacunes là-dedans. C'est quoi pour toi le sujet par rapport à ça? L'apport que tu as envie d'amener ouais, en fait, l'apport, c'est qu'il n'y a que des entrepreneurs qui peuvent accompagner les entrepreneurs. Clairement, dans l'exécution d'une boîte. Pour moi, c'est vraiment c'est une réalité parce que c'est bien beau d'avoir un expert qui vient te voir et qui te dit qu'il faut faire ça, 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 et qui te donne des conseils sur aussi la difficulté que c'est, alors que lui, en fait, il est dans une sécurité totale. Il est prestataire, il est là, voilà, nickel. Et après, moi, je fais une grosse différence entre l'auto-entrepreneuriat, tu vois, et tout ce qui est solopreneur et tout, et vraiment monter une boîte, c'est complètement différent. Être solopreneur, auto-entrepreneur, pour moi, c'est facile. Par contre, pour vraiment construire une entreprise, c'est une équipe, c'est gérer des gens, c'est construire un produit. C'est beaucoup plus complexe qu'être tout seul. Ça, c'est clair. Quand tu passes de 1 à 2, le monde y change. Et du coup, moi, c'est cette partie-là, en fait, de l'entrepreneuriat qui m'intéresse, c'est monter des boîtes à impact qui vont embaucher des gens, qui vont pouvoir vraiment mener un combat dans la société parce que justement, c'est un groupe de personnes qui le mènent et c'est pas une personne seule. Et ça, pour moi, voilà, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est ça. C'est vraiment construire un produit, un service à plusieurs et gérer une équipe. amener une surface sociale en même temps qui vient donner de la surface au projet, qui vient amener aussi une autre façon de fonctionner, qui vient aussi amener un autre point de vue dans une société, c'est ça que j'entends derrière. Ouais. Moi, c'est ma passion, c'est-à-dire c'est tout ce qui est disrupter les marchés, c'est d'aller taper du poing sur la table là où il y a des gros problèmes dans la société et essayer de trouver des solutions qui permettent en fait, qui sont viables économiquement et que les gens apprécient pour pouvoir changer les choses.
Et voilà, moi, je trouve ça essentiel parce qu'en fait, il y a tellement de problèmes. Nous, on s'est lancé sur cette problématique de l'entrepreneuriat et de l'éducation parce qu'on trouvait que c'était de là que tout partait, en fait. Donc, l'éducation, c'est complètement essentiel. Le système, ça fait 100 ans qu'il n'a pas changé, ce serait peut-être temps de le revoir. Donc voilà, et nous, on pense que dans l'éducation, justement, l'entrepreneuriat, il doit être omniprésent, en fait. C'est la prise d'initiative qui fait changer les esprits. Et c'est le fait de laisser les esprits libres qui permet de construire quelque chose de nouveau et créatif. Et ça, tu le vois. D'ailleurs, c'est pour ça que l'Europe et les États-Unis sont vraiment au top en termes de créativité, parce que mine de rien, quoi qu'on en dise, les sociétés occidentales sont des sociétés assez libres, où, voilà, où tu as une certaine liberté de penser, tu peux faire plein de choses. Mais par exemple, moi, quand j'étais au Vietnam, les Vietnamiens, ils n'ont pas cette société-là d'innovation, parce que malheureusement, même les Chinois, ils copient beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que le monde artistique, il est étouffé, et la société, elle est vraiment encadrée d'une manière beaucoup plus forte qu'ici. Donc voilà, donc c'est essentiel. Donc voilà, j'arrive là-bas, je fais un tour de l'écosystème, je me rends compte, jette des boîtes locales. Et puis finalement, Conquistador passe d'une association à une SAS, parce que personne ne te prend au sérieux avec une assoce. Du coup, ce qui se passe, enfin, c'est pas tout le temps vrai, mais dans mon cas, c'était assez vrai. Et on a décidé de se dire, vu que l'écosystème entrepreneurial, en tout cas l'accompagnement à l'entrepreneuriat, qui était beaucoup géré par les institutionnels, tu vois, les CCI, les grandes écoles et tout ça, et nous, on trouvait que ce n'était pas efficace ce qu'ils faisaient. Et pareil sur tout ce qui était enseignement de manière générale, mais nous, notre partie, c'était vraiment la partie outils digitaux, là où on avait une forte valeur ajoutée. On voyait très bien, il y avait énormément de théories, en fait, il y a très peu de gens qui savaient faire, donc on s'est dit, vas-y, on lance un incubateur et une école. Donc, on accompagne des projets, on met les mains dans le cambouis avec eux, on leur partage notre expérience et on les fait avancer. Et de l'autre côté, on forme des talents qui vont bosser dans ces boîtes-là, avec tous les outils les plus efficaces du marché, quoi, sur la partie digitale. On n'a pas voulu faire tout, forcément, on était focus digital. Et surtout, par-dessus de ça, que ce soit les talents ou les entrepreneurs, on leur inculque un vrai état d'esprit, quoi. Un état d'esprit ambitieux, un état d'esprit voilà, où tu as envie de faire bouger les choses et tu te rends compte que c'est possible, quoi, quand tu mets l'énergie. Et ça a eu un franc succès, Conquistador. Et donc, ça fait 2 ans et demi qu'on est lancé. On a formé 300 personnes aujourd'hui. Et on a monté à peu près 80 boîtes auxquelles on a participé à l'accompagnement. Voilà. On a fait ça de manière transfrontalière aujourd'hui au Pays Basque, mais aussi dans toute la France, puisqu'il y a beaucoup de boîtes qui sont venues même vers nous depuis Paris, Bordeaux, Lyon, etc. Et donc voilà, là, on a aussi par-dessus ça créé un fonds d'investissement là, qui s'appelle Basse Vallée. Où ça nous permet donc d'accompagner les entrepreneurs, de leur fournir des talents, et enfin, le dernier point, de les suivre avec des finances pour qu'ils puissent se développer, quoi. Ok, d'accord. Vous avez créé tout un écosystème en fait qui permet de fabriquer des boîtes, fournir les talents et de changer le système de l'intérieur. C'est un peu ça que j'entends quand même. C'est ça. Et là, on lève des fonds pour passer au niveau européen. C'est-à-dire que là, on est en train de préparer notre développement au niveau national, France et Espagne. Et maintenant, on va aller chercher du coup l'Europe et pourquoi pas plus loin, quoi. Ok, cool. Et alors, tu dis on à plusieurs reprises. Ça veut dire que tu as des associés, des équipes. C'est le sujet sur lequel on s'était contacté, puisque tu parlais en début d'année effectivement du fait que tu avais dû licencier des gens et que c'était quand même raide. Donc les personnes avec qui tu travailles, c'est des gens que tu connais depuis longtemps. Comment vous avez évolué ensemble? Enfin voilà, c'est quoi ton... Ouais. Alors, tout à fait. En fait, la Conquistador, ça a toujours été un nous ou un on, mais même quand c'était une association.
au passage, parce il y a toujours eu du monde. Là, actuellement, il y a 5 personnes en interne, donc en CDI, et on a une douzaine de personnes qui gravitent autour en plus. Voilà. Qui sont en fait en freelance aujourd'hui, mais bon, il y en a certaines peut-être qui ont vocation à passer en CDI au fur et à mesure. Mais voilà, donc il y a un petit écosystème, ouais, on est assez nombreux. Ça fait pas très longtemps qu'on se connaît forcément tous. Il y a certaines personnes plus que d'autres. Mais c'est surtout le plus important, c'est l'alignement avec la vision de ce qu'on veut faire Ok. et le niveau d'exécution. Pour moi, c'est complètement essentiel. Et en fait, en effet, tu parlais de quand j'ai dû me séparer d'une partie de mon équipe, c'était il y a 1 an et demi, en fait, à peu Mhm. près. Tout Ok. simplement pour des questions à la fois financières, puisque problème de cash flow, des clients qui ne payaient pas dans les temps et il fallait sortir le salaire. Mm. Voilà, ça coûte une blâme. Donc ça, voilà, pas de surprise. Et de deux, ben, ça, c'était la conséquence. Donc, il y a le problème de cash flow parce que les clients ne payaient pas. Conséquence du fait de ne pas avoir su bien manager aussi, avoir exploité au maximum, je pense, l'ensemble de l'équipe. Donc là, une grosse remise en question de ma part sur, OK, comment je fais pour faire en sorte que la boîte puisse avancer, pas en automatique, mais presque, puisque quand tu embauches des gens, le but, c'est ça, c'est qu'il y ait des tâches qui s'exécutent, quoi. Donc là, grosse remise en question personnelle. Très compliqué de se séparer en fait de personnes qui sont proches de toi, puisque 2 ans et demi de taf, enfin à l'époque c'était 1 an et demi de taf ensemble, mais C'était aussi vraiment. c'était le début de Conquistador, ça, Ouais. là dont tu Mm. parles? C'était il y a 1 an et demi, donc du coup là on a 3 ans, donc c'était en milieu d'aventure entre guillemets. Mm. Euh, Et ouais, c'était. Mais la boîte tournait bien, puisqu'on on a quand même fait 300 000 € la deuxième année, quoi. Donc, c'était pas non plus euh, pas dégueulasse. Surtout depuis le Pays Basque, où c'est quand même un peu plus compliqué que quand tu es à Paris. Mm. Euh, donc, voilà. Et non, la boîte fonctionnait bien. C'est juste qu'après, il y a eu des facteurs qui ont fait que des investisseurs n'ont pas suivi alors qu'ils devaient suivre et qu'ils avaient dit qu'ils suivaient. Ok. Problème de cash flow. Et après, forcément, remise en question, tu te dis, OK, j'avais compté sur une levée de fonds et sur avoir tel sou à tel moment. Euh, et en fait, c'est jamais arrivé. Et là, tu te rends compte que dans l'entrepreneuriat, en fait, il faut compter que sur soi. Et l'entrepreneur, il est ultra seul. Tu as beau avoir une équipe, tu vois, qui t'entoure. À la fin, c'est toi le boss, c'est toi qui va prendre de toute façon tout dans les dents. Ça, c'est une certitude. Et tu es La, là pour. la décision et le décalage, enfin, toute la façon Hmm. dont tu as traité effectivement avec tous ces gens qui devaient t'apporter du pognon, les clients, ça, c'est toi qui te le gère et qui Ah, mais c'est toi qui vit prends la avec pression. ça. C'est toi Pardon? qui prends la pression. Ouais. Ah ouais, ouais. Surtout voilà, sur le management, Ouais. sur l'aspect financier de la chose, mais même en termes de perso, c'est-à-dire que la charge mentale, elle s'accumule, elle est énorme et tu peux vraiment dérailler à un moment, quoi, si tu n'arrives pas à bien staffer, en fait, à bien gérer. Moi, en gros, par exemple, sur cette fameuse année, j'ai fait, je pense, plus 3/4 du CA en solo. Et c'est là que tu vois qu'il y avait un problème. C'est que j'étais tout le temps dans l'exécution. Et il y avait ce manque de management, en fait, où je n'avais pas réalisé à quel point je pouvais vraiment déléguer de manière efficace et surtout rentrer dans la gueule des gens des fois. Parce que quand tu es trop gentil et que tu penses que voilà, les gens ils font leur taf et tout, mais il faut les encadrer et il faut des fois mettre la pression et dire les choses. Et ça, c'est complètement essentiel. Mais si tu ne le fais pas, tu vas dans le mur en fait. Si tu n'es pas sérieux aussi vis-à-vis de tout l'aspect financier de la chose et tu dis ouais, bon mec, toi, tu n'es pas rentable, je suis désolé, tu vas partir. Je suis quelqu'un d'extrêmement humain au quotidien. Par contre, à la fin, tu as cette réalité-là qui est extrêmement dure, qui est la réalité de l'entreprise. Oui. Faut savoir piloter le côté financier, parce que c'est ça qui permet à tout le monde de bouffer, et le côté humain, qui fait qu'à un moment, il y a aussi des réalités en face des résultats. Il Complètement.
faut que toi, en tant que capitaine du bateau, il faut que tu puisses tirer les conclusions et ajuster les choses. Et ce que tu disais, c'est que parfois, l'ajustement, ça passe par le fait de virer des gens. Ouais, Et, ouais. malheureusement, c'est la réalité. Mais il faut à tout prix l'éviter, en fait. Il faut se poser la question de pourquoi chaque individu est là et, euh, et comment je peux faire pour les aider pour qu'ils arrivent à prendre complètement leur envol au sein de l'entreprise. Euh, Là, aujourd'hui, maintenant, je pense que je suis un très bon manager, entre guillemets, mais c'est parce que j'ai beaucoup appris dans le dur. Hein. Et, euh, et du coup, maintenant, je définis vraiment, il y a des KPI, il y a des points hebdomadaires avec tout le monde. Voilà, on prend le temps de se poser la question de comment je peux t'aider toi pour que tu avances bien et est-ce que tu es à l'aise dans ton poste, est-ce que comment ça va en perso, enfin, voilà, il y a plein de trucs, tu prends la température et puis tu te dis ok, cette personne elle a besoin d'être là ou elle va pas le faire parce qu'elle a trop de mal à exécuter et voilà. Et voilà, mais après, c'est juste une question d'humain de dire les choses et voilà, et de recul sur la boîte et sur soi-même. Et à la fin, ce qui est important, c'est que c'est pas personnel aussi. C'est-à-dire que ça reste économique, c'est une entreprise. Ça n'empêche pas que le gars que tu peux virer parce que tu es obligé de le faire, eh ben, tu peux l'apprécier en fait, clairement. Et, mais c'est là que c'est souvent ces moments-là qui sont durs, quoi. Ouais. Quand c'est des gens que tu apprécies en perso. C'est ce que tu disais quand même, ce que je présume qui est quand même hyper important à mon sens, c'est que en tant que capitaine de ce truc-là, tu as une responsabilité dans la façon dont les gens trouvent leur place dans la boîte et comment effectivement ils trouvent une rentabilité, mais aussi une façon dans laquelle ils se sentent bien et à laquelle ils peuvent apporter à la Ouais. boîte. C'est assez important à piloter. Et Ma relation à ça, juste, a beaucoup changé. Avant, j'étais persuadé que c'était à eux, tu vois, de s'impliquer et tout. ouais, Maintenant, de suite, je me pose la question, OK, qu'est-ce que moi j'ai mal fait pour que ça soit le cas, en fait. Et, ok. euh, et ça, du coup, ça c'est vraiment un changement de paradigme, en fait. J'étais beaucoup plus dans ce truc-là de ah ouais merde, elle est où l'implication du type? Et en fait, moi maintenant c'est ok, non, le gars s'il est là, c'est qu'il est impliqué. Par contre, comment tu peux l'aider? Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'il a plus envie ou pas, quoi. Ouais, ok. Ouais, Et ce que tu disais, c'est qu'il y avait quand même des moments où ça avait été, tu as appris les choses dans le dur et que ça c'était quand même ouais. compliqué et humainement, tu as eu à virer des gens dont tu pouvais être relativement proche, voilà, avec qui tu t'entendais bien. Comment toi, tu as pu gérer ça et passer ce truc-là? Parce que et j'entends hein, quand tu es en train d'en parler qu'il y a encore des moments où ça, ça, ça- Non, en fait, nous, il n'y a pas eu d'animosité, par exemple. C'est ça qui est intéressant. En fait, ouais, en réalité, c'était pas, je ne les ai pas virés, c'était juste une obligation économique ouais, à un certain moment. Et du coup, c'était d'un commun accord. Moi, j'ai pas fait tu vois, j'ai pas été au prud'homme ou ce genre de bordel. Moi, oui, j'ai vraiment été dans un truc, dans une discussion en mode, ah, voilà, ça se passe comme ça, là, on est en PLS, qu'est-ce qu'on fait? Vas-y, on fait une rupture conventionnelle et puis on va voir ce qui se passe derrière, quoi. mm, Et d'ailleurs, il y en a d'ailleurs pas mal qui continuent à bosser avec moi en tant que freelance aujourd'hui. C'est des gens que j'avais sortis du CDI à l'époque. Donc voilà. Et après, voilà, c'est une question de rationalisation. Mais ouais, des fois, tu peux être vraiment dans le dur parce que c'est très dur euh, mm, psychologiquement de voir partir. Alors là, en l'occurrence, c'était quand même 6 personnes, tu vois. mm. 6 personnes, c'est beaucoup. Tu as l'impression qu'il y a tout qui s'effondre, forcément. Parce que tu te dis, waouh, on a monté ça quand même, on est arrivé là ensemble. euh, voilà, et là, tu te dis aussi, tu rationalises quand tu as le bilan comptable à la fin de l'année. Parce que le bilan comptable arrive et puis tu te dis, putain, mais qu'est-ce que j'ai apporté? Qu'est-ce que chacun a apporté sur les chiffres qu'il y a concrètement en fin d'année? Et c'est là que je dis, moi, j'ai apporté les 3 quarts du chiffre Ouais, tout seul. Et là, je me suis dit, putain, mais en fait, tu as embauché des gens et c'était pas nécessaire de les embaucher
ou si c'était peut-être nécessaire, mais tu les as pas assez exploités. Exploités dans le sens voilà, économique du terme, pur, où tu les as pas mis au Leur travail travail suffisamment bien. à bon escient. Ouais. J'ai Voilà, fructifié leur travail, en fait. Ouais. c'est ça. Et après, moi, forcément, bah, en perso, à l'époque, mais comme tous les entrepreneurs, hein, c'est descente aux enfers. Tu es là, tu essaies de virer tout le monde, tu essaies de te dire, OK, comment moi, je peux me sauver aussi euh, financièrement, comment je peux sauver ma boîte. Parce que moi, je me suis quand même retrouvé avec les ruptures conventionnelles en plus, avec 120 000 balles à rembourser quand même, Mhm. que j'ai remboursé en un an, tout seul. Donc là, tu te dis, OK, je suis à moins 120K. Euh, Tout le monde me dit de fermer la boîte. Tout le monde dit qu'il pense que c'est fini et tout. Et c'est là que tu vois que tu es aligné avec ton projet ou pas aussi, hein. Euh, Mhm. Moi, j'ai fait, OK, mec, j'ai monté une marque incroyable. J'ai eu un impact ici où tout le monde nous connaît maintenant. Euh, Même dans le monde startup au niveau national, on est assez connu. On ne peut pas s'arrêter là, quoi. C'est pas possible. On a trop apporté à l'écosystème et il y a une vraie vision derrière. Il y a quelque chose qui fonctionne économiquement si tu le rationalises. Donc, let's go. Et là, je me suis dit, vas-y, je Déjà des continue. vrais résultats et une vraie visibilité, une vraie reconnaissance Ouais, ouais. à consolider, en fait, derrière et à J'ai recadrer. j'ai une grosse communauté autour de moi aussi. Parce que moi, une des erreurs, c'était que comme moi, j'étais un gros influenceur sur LinkedIn notamment, mais même dans le monde startup, ben, le problème, c'est que ça peut vite être, c'est pas conquistador, ça peut vite être calimatiste, tu vois. Ça, c'est problématique. Et du coup, il faut faire, quand tu as une boîte, justement, il faut passer de ce côté-là, tu es tout seul et tu peux te faire 300 000 euros tout seul et c'est génial, mais c'est pas l'objectif si tu as vraiment l'ambition. L'ambition, c'est de changer la société. Donc, du coup, il faut faire comprendre aux autres que c'est pas que toi Mm. la façade et qu'il y a des gens responsables autour de toi qui mènent aussi le combat. Et ça, Et je le l'avais moment, pas il faut réussir à décoller le toi perso de la boîte et de tout ce qu'elle peut apporter. Il faut réussir à l'amener aux autres et à faire en sorte que la boîte vive en dehors de juste ta personne. C'est ça que tu es en train de dire? fait. Exactement. Ouais. Exactement. Mais ça, tout le monde ne le vit pas. Mais moi, c'est parce que j'étais influenceur avant d'être entrepreneur, quoi. Mm. Maintenant, je suis les deux et ça sert la boîte et très bien. Mais par contre, voilà, il faut que tout le monde comprenne que je ne suis pas l'interface unique de la société. Euh, et ça, là, sur LinkedIn, tu vois, je reçois encore 500 messages par semaine, quoi. Donc, il faut aussi calmer le jeu. Là-dessus, il faut savoir dire, OK, non, c'est lui qui est responsable de ça, tac, ça c'est lui. Et ça, c'est tout le management que tu apprends en fait vraiment sur le tard quand tu es passé par les enfers, hein. Je pense que il y a peut-être un autre moyen de l'apprendre, mais moi, j'ai pas fait des grandes écoles, j'ai pas fait d'école de commerce, j'ai pas fait tous ces trucs-là. J'en sais rien s'ils apprennent ça eux. Moi, je sais que j'ai dû passer par l'apprentissage en solo puisque j'étais le plus senior de la boîte aussi en termes de compétences. Donc voilà, je suis parti vraiment from scratch, quoi. Ouais. Et Et ce moment où tu traverses l'enfer, qu'est-ce qui t'a euh, c'est quoi les ouais, trucs qui t'ont donné du soutien? Comment t'as géré ça? Parce que, point de vue moral, personne. t'es débrouillé tout seul Ah, et... personne. Non, il n'y a personne. Là, il n'y a personne. Là, c'est toi face à toi-même. Et là, tu D'accord. te dis, est-ce que tu combats ou pas? Mais moi, je suis un combattant, hein. Moi, je suis prêt à me battre, hein. Et pour ce que je crois, en tout cas. Juste C'est ce que pour tu la disais, société et c'était pour moi-même. l'alignement avec ce que tu étais en train de faire et avec les résultats que tu avais déjà eus qui t'ont donné le courage de dire, OK, Ouais, j'ai été quand même un peu rationnel. J'ai regardé, je me suis dit, OK, quand même, bon, tu as construit voilà, un truc fort et tu as quand même fait du blé. Si tu rationalises le modèle économique, c'est bon, tu vas pouvoir en vivre. Parce que quand même, c'est ça aussi derrière. Donc ça, je le savais. Je me suis dit, OK, il va falloir que tu bosses comme un fou pour sauver le truc, mais c'est éventuellement possible. Par contre, après, autour de moi, tu as ta famille qui te dit, bon, voilà, arrête, parce que bon, c'est trop dur, quoi. C'est trop compliqué. Ça fait 2 ans ou 3 ans qu'il nous parle de ce conquistador-là. Le mec, il se paye encore 800 € par mois. Enfin, c'est rigolo, quoi. Les gens, ils rigolent autour, hein.
Mmh. Tu as tes concurrents qui t'envoient des messages de soutien, mais un peu, tu vois, voilà, en mode ah voilà, c'est dommage pour Conquistador que ce soit terminé et tout. Toi, tu es là, tu es en mode mais c'est pas fini. Hein. Euh, et tout ça, j'ai vécu. Et c'est très, très. Avec le recul, tu es là en mode tu regardes tout l'écosystème autour, tu penses que vraiment c'est fini. Et, euh, et après, c'est juste une question de résilience et d'alignement de projet, comme je disais. Et moi, cette résilience, je pense que je suis vraiment un entrepreneur avec une résilience extrême. Hein. Sincèrement, hein, je connais pas mal l'écosystème startup, mais moi, j'ai pris des gros taquets. Hein. Ouais. Ouais, 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 ouais. Ah oui, c'est Mais que bon. tu disais, bah, tu as viré 6 personnes, tu te retrouves à moins 120 000 et quand même, voilà, avec tout le monde qui te dit autour, bon, c'était sympa ton truc, mais peut-être va falloir être Et sérieux 2 secondes maintenant. un des trucs les plus chauds, c'est quand même que j'ai dû terminer toutes les missions d'une équipe de 6 en solo après qu'ils soient partis. Donc, en gros, à un moment donné, je faisais, ouais, j'étais presque à 20 heures par jour, hein. Le week-end compris. Hmm. Donc, là, quand tu en es là et tu sais que tu as quand même 120 000 € derrière en plus à rembourser, et que tu as l'URSSAF qui te dit dans la foulée, tu dois 35 000 € de rupture conventionnelle. Tu as tes salariés, tu leur dois leur dernier salaire en plus. Tu fais la somme de tout, tu fais, mais en fait, je vais jamais m'en sortir, quoi. Je suis vraiment au bout du chemin, quoi. Et en fait, tu es tellement rattaché à ta boîte que le truc, c'est que tu penses même à te foutre en l'air, quoi. Clairement, à un moment donné, tu peux arriver jusqu'à ce truc-là, quoi. C'est c'est vraiment, tu peux aller vraiment T'as dans le traversé l'esprit à certains moments, cette idée-là? bah, en fait, moi, si la boîte crachait, je pense pas que j'aurais pu retravailler derrière. Hmm. Euh, déjà, moi, je me serais foutu, bah, je connais hein, le monde hein, complètement élargi, je me serais foutu au RSA et Hmm. terminé. Euh, Moi, je menais un combat, je me donne à fond comme un malade et la société ne te remercie pas forcément. Hein. Alors que pour le temps, quand tu regardes les feedbacks de ce qu'on a fait, là, même encore aujourd'hui, bah, du coup, encore mieux maintenant, mais tu apportes quand même un truc avec une forte valeur ajoutée. On a créé je ne sais pas combien d'emplois, on a fait voilà, des trucs à fort impact. Et toi, tu es là pour des raisons économiques et pour avoir appris à avoir personne qui t'a soutenu financièrement. Parce qu'à l'époque, s'il y avait quelqu'un qui avait mis 50 000 €, quelqu'un qui avait mis 100 000 € dans la boîte, eh bien, on survivait, on continuait ensemble. Et quand tu te dis, tu vois, moi j'habite au Pays Basque, les baraques, elles valent tous entre 1 million et 3 millions d'euros ici, voire plus, Ouais. ce qui est ridicule. Et là, tu te dis, putain, mais les mecs, à aucun moment, il n'y a personne qui est venu me voir et qui m'a dit, tiens, je te mets 100 000 € euh, pour sauver le truc, quoi. Hmm. Tu vois c'est rien, 100 000 € pour mes voisins. Moi, j'ai un milliardaire là, voisin, oligarque russe. Après, j'ai la fille de Poutine en face. Enfin, tu vois, enfin, je veux dire, elle est où la D'autres sont justice? sur une autre planète, ouais. Ouais. Ouais, ouais, elle est où la justice? Il n'y a pas de justice. Et ça aussi, c'est un truc que j'ai appris en entrepreneuriat. Et me dire que voilà, forcément, tu es seul. Et même face à tes salariés. Moi, je me rappelle d'une réunion où j'ai annoncé voilà, que c'était chaud, qu'il allait falloir virer tout le monde. Et tout le monde te fait ah, mais bon, bah, c'est pas grave, au moins tu toucheras le chômage. Sauf qu'en tant qu'entrepreneur, tu touches pas le chômage. Et même, tu n'as pas envie d'arrêter, tu vois. Et Ouais. là, tu fais bah, non, les gars, non, non, c'est pas trop comme ça que je vois le truc, tu vois. Et tu sais, moi, j'ai pas les mêmes droits que toi. Moi, je vais devoir payer à l'URSSAF 35 000 balles. Et en plus, je vais te devoir tes sous. Hmm. Euh, et c'est moi tout seul qui vais rembourser tout. Et, et là, ah ouais, putain, c'est vrai. Non, c'est pas possible, t'as pas le droit au chômage. Bah si, non, mais mec, mais ouais, j'ai jamais touché le chômage de ma vie, moi. Hein. Ouais. Donc, j'ai jamais touché le chômage de ma vie. J'ai toujours travaillé depuis mes 15 ans. Voilà, donc, bon, voilà, je trouve que c'est normal, mais des fois, tu te fais des grosses remises en question quand même. Ouais, ouais. Oui, ça amène, t'arrives à ce truc-là où t'as amené de la valeur à beaucoup de monde et t'as payé des salariés et là, tu les as virés et toi, tu te retrouves avec, en fait, j'ai plus rien, j'ai tout donné et en fait, ben, soit j'arrête, là, mais Est-ce que tu as encore du jus, quoi? Est-ce que si tu as c'est pas encore quelque chose. vraiment du jus dans la vie, quoi? Et puis, tu as sacrifié aussi, tu Ouais. as sacrifié ta santé, tu as sacrifié ta vie perso.
Parce que quand tu bosses 16 heures, 18 heures par jour, il n'y a pas de place pour avoir une meuf, hein, ou pour passer du temps, hein, forcément, le temps que tu voudrais avec tous tes potes, hein. Donc, ça aussi, c'est les trucs que les gens ils oublient. Et moi, j'avais une particularité, c'est que pendant ouais, 1 an et demi, mon bureau, c'était chez moi. C'est-à-dire que tous les salariés venaient chez moi travailler. Euh, donc ça s'arrêtait jamais. Tu te lèves le matin, à 7 heures, il y a déjà quelqu'un, tu vois, jusqu'à 19 heures. Et tu Ok. es tout le temps dedans, quoi. Après 19 heures, toi, tu continues à bosser jusqu'à 22 heures minuit. Tu te couches, boum, 7 heures, rebelote, il y a déjà du monde chez toi, ça repart. Et, euh, et du coup, c'est un rythme comme ça qui est extrêmement euh, intense. Mm. Euh, et voilà, mais moi que je kiffais parce que je suis un passionné. Donc, mais à la fin, tu te rends compte avec le recul aussi quand tu es dans le dur, tu fais ouais, la prochaine fois quand même, peut-être que je vais séparer mon lieu de travail et mon lieu de vie quand même, juste pour avoir un tout petit peu d'air. Et là, tu vois, par exemple, aujourd'hui, ben, là maintenant, je vais plus tous les jours au bureau. Là, je suis chez moi, je suis posé, euh, je me détache de l'équipe qui exécute. Moi, je peux faire mes trucs concentrés et quand j'ai besoin d'y être, j'y suis, quoi. Ouais, tu Mais c'est vraiment des très séparé les choses, t'as séparé les choses différemment et du coup, tu as des rapports différents à ça. Ouais. Mais Alors tu pour moi, avais ma quand vie même perso, fait le choix de quelque chose d'extrêmement intense au moi, départ. moi, je suis toujours dans ça, hein. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas de séparation entre ma vie perso et ma vie pro. Pour moi, c'est la même chose. J'aime bien amener cette petite expression que tout le monde connaît. Oui, l'équilibre vie pro, vie perso, tout ça. Aller faire du sport, voir ses potes, sa famille. Ouais, ok. Mais ceux-là, ils n'ont jamais fait de l'entrepreneuriat à des niveaux intenses, hein. Enfin, je sais pas, mais tu vois, moi, je veux monter une boîte européenne, je veux faire un truc qui pèse un peu, quoi. Euh, voilà, et surtout, quand même, je pense, on exécute vraiment à haut niveau, et là, on construit quelque chose qui est sérieux, quoi. Et tu peux pas faire ça sans un minimum de sacrifice. Ça, je pense que c'est une réalité. Et d'ailleurs, moi, je le dis à chaque fois à toutes les entreprises qu'on accompagne aujourd'hui. Je dis à chaque fois, mec, et d'ailleurs, tu le vois, ils le voient eux-mêmes, hein. Au départ, tu sais, les 4 premiers mois, ils sont là, oh là, je vais tester mon idée sur le marché, c'est cool et tout. Et puis, il se passe du temps, et puis ils se rendent compte que, oh putain, que c'est chaud quand même, hein. Là, tu fais, ouais, c'est chaud, ouais. C'est méga chaud, mec. C'est tendu, tu prends tout dans la gueule, mais le plus gros gap, encore une fois, c'est pour ça que je fais la différence entre les entrepreneurs et les auto-entrepreneurs et tout. C'est le plus gros gap, c'est les chocs psychologiques que tu prends avec l'humain. Tu es là, tu es en confiance totale avec ton head of sales, et du jour au lendemain, le mec, il vient te voir et il te fait ouais, en fait, je me barre après-demain. J'ai une boîte qui m'a embauché à Paris et ça paye 2 fois mieux qu'ici. Et tout, tu es là, tu fais ah ouais, ok, merci. Euh, ok. Ben voilà. Et là, tu prends cher, hein. Comment tu retrouves quelqu'un? Comment tu refais? Qu'est-ce que tu vas dire à l'équipe? Euh, bon, voilà, ça c'est. Il y a tellement de paramètres, mais il y a toujours des chocs psychologiques qui arrivent les uns derrière les autres. Et le plus gros choc psychologique, malgré tout, ça reste l'argent. Ça reste l'argent parce que moi, ça m'est arrivé de ne pas pouvoir manger, de ne pas pouvoir payer mon loyer. Euh, tu vois, tu arrives au dernier stade, quoi. Et là, tu fais, qu'est-ce que tu fais? Ben, j'appelle ma famille, je demande de me dépanner, j'appelle des potes, je sais pas, qu'est-ce que je fais, quoi. Et là, tu prends encore un autre choc psychologique, c'est-à-dire que tout le monde, après, pense que ton truc, ça va jamais marcher et qu'il faut que tu changes de job parce que du coup, tu demandes de l'argent. Bref, tu vois. Donc, tu passes par toutes les étapes. Mais c'est ça qui est fascinant. Et là, maintenant, je regarde tout le monde dans les yeux et je fais ouais, regardez-moi bien parce que là, ça va dépoter là. Ouais. Et donc, il y a un rapport. Le dernier stade, c'est OK. Donc, il va falloir que je compte sur les autres pour éventuellement pour bouffer et pour payer mon loyer. Et quand tu arrives là, tu as, toi la dignité qui reprend le dessus en disant non, mais ça va pas être Ah ben possible. ouais, ah ben Ouais. ouais, ouais, bien sûr. Bah là, quand tu peux pas te payer des pâtes, Mm. bah là, ça te fait réfléchir quand même. Ouais. On va pas, tu vois, on va pas se mentir, hein. Moi, là, j'ai remboursé quasiment tout ce que j'avais demandé pour me dépanner. Tu vois, j'ai des gens à droite à gauche qui m'ont dit ah, tiens, j'ai besoin, si je peux te filer 2000 balles là pour te dépanner pour les 3 prochains mois. Bon, tu prends, tu vois.
Mais bon, en gros, tu vis avec 500 € pendant 3 mois. Bon, voilà, parce que tu as 500 € de loyer. Bon, tout ça, c'est de la nullité, en effet, et ça impacte ton moral. En fait, c'est très compliqué d'entreprendre sereinement. Et c'est là que tu vois qu'il y a une disparité aussi dans les entrepreneurs. Les entrepreneurs qui touchent Pôle emploi, qui sont en reconversion, c'est facile. Ils sont dans le plus gros incubateur de France, qui est Pôle emploi. En gros, ils touchent un chômage pendant des fois 1 an et demi, là, et ils sont là. Et souvent, le plus drôle, c'est que comme ils sont dans une zone de confort, ils n'avancent pas. Et moi, je pense que j'ai eu beaucoup de chance parce que j'étais confronté vraiment à la dureté du truc, parce que j'avais pas de solution financière. Et du coup, comme j'avais pas de solution financière, c'est comme ça que j'ai le plus appris, je pense. Parce que j'étais obligé de faire entrer des clients, j'étais obligé de me battre en permanence pour survivre, parce que c'était vraiment la survie, hein. Et, et même avant Conquistador, hein, quand je fais les croque-morts et tout le bordel, c'est pareil, c'est pour de la survie. Et, et je pense que ça, c'est ce qui fait aussi, ce qui fait ma force et la différence avec beaucoup d'entrepreneurs qui sont là dans un truc. Oh, c'est trop cool, je vais aller monter ma boîte. Et en fait, c'est cool, mais il faut vraiment, vraiment être ultra aligné. Et après, il y a des gens qui ont encore plus de chance, c'est qu'ils sont nés riches aussi. C'est, ça, c'est une réalité, hein. Moi, j'en ai vu, ils arrivent vers moi, ils me font: ouais, j'ai mon père, il m'a filé 400 000 € pour monter le début de la boîte. Là, toi, tu es là, tu es en train de faire la même levée de fonds que lui, sauf que toi, tu fais 600 000 € de chiffre d'affaires. Tu fais: ouais, toi, tu as juste une idée et tu as 400 000 balles. Putain, c'est intéressant, hein. Le même point de départ, ouais. Alors, moi, ce qui me frappe dans ce que tu racontes, c'est effectivement la fragilité, la vulnérabilité de laquelle tu es arrivé, toi, après avoir porté et fait fonctionner une boîte qui brassait de l'argent, après avoir Ouais, eu des salariés, après, et il y a comme si tout cet univers-là et cet écosystème et tout cet argent et tout ce flux d'argent et ce flux de personnes et ce flux de boulot, il tenait que à toi et à tout ce que tu as, enfin voilà, c'est le cas. à C'est ton, à ton toujours. alignement justement et au fait que tu es tenu. Et c'est le noyau de tout ça, en fait. Ouais, complètement. Mais c'est le cas pour n'importe quelle boîte jusqu'à 15 salariés, je pense. Euh, En fait, ce qui se passe, c'est que à l'instant T, si je pars, il y a tout qui se pète la gueule. Par contre, d'ici 6 mois, je pense que ce sera plus le cas. Okay. Et là, c'est là que tu construis une vraie entreprise. C'est là que toi, tu peux sortir du truc, tu peux te permettre de prendre une semaine de vacances. Ça fait 7 ans que je n'ai pas pris de vacances, hein. Euh, et, euh, et tu peux te prendre une semaine de vacances et en fait, bah, ça continue à tourner, tu vois, comme si c'était voilà, comme normal, quoi. Donc c'est Euh, complètement dépersonnalisé et organisé, que les gens sont autonomes sur OK, où ouais. on va et du coup, Ça m'a poussé à faire, enfin, si tu fais le bilan de tout ce que j'ai appris par ces étapes-là, ça m'a poussé à être ultra au courant de toute la partie financière de la boîte. Qu'est-ce que je dépense exactement, qu'est-ce que je rentre, qu'est-ce que je vais payer comme impôt de société à la fin d'année, enfin tout. Euh, Vraiment. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est d'avoir appris à manager. KPI, orienté donc faire attention aux chiffres que chacun remplit et toutes les tâches. Et dans ce management, en fait, et pour être extrêmement efficace, c'est d'avoir processé tout ce qu'il y a à faire dans la boîte. Pour que quand je recrute quelqu'un, ce soit hyper rapide de lui redonner tu vois, le poste. Ou même voilà, que tout soit documenté pour que tout le monde soit au courant de tout. Et ça c'est vraiment un truc là qu'on est en train de finaliser et qui fonctionne super bien et c'est super agréable parce que tu vois qu'il y a vraiment maintenant des leads sur chaque sujet qui sont évidents et qui sont auto-formés grâce à tout ce que toi tu avais produit et tu avais produit en amont, tu vois, pour leur donner le poste en main. Et ça, c'est vraiment le management, le parti financier, les deux trucs-là, c'est vraiment où j'ai passé un vrai cap. Et le dernier point, c'est dans les zones, les moments de crise, maintenant, je réagis plus pareil. C'est-à-dire que là, par exemple, mardi,
j'ai pris un gros bâche mardi, je me suis fait défoncer en moment. Dans le même, c'était voilà, un client où à un moment donné on a merdé, très bien. Bon, qu'est-ce que tu fais? Il fallait faire des refonds de produits, enfin bref, plein de petites modifs, enfin beaucoup de modifs en interne. Euh, et en fait, là, tu te dis, je vais passer une journée, je me suis levé à 6 heures du matin, j'ai terminé, il était 2 heures du matin. Mais en attendant, à la fin, toute la journée, j'ai pris les informations, j'ai fait, OK, on va s'organiser comme ça, tac, 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 j'ai tout distribué. Et après, j'ai dit, maintenant, tout le monde exécute et en avant, quoi. Et comme ça, demain, c'est réglé. Et c'est ce qu'on a fait. Et le mercredi matin, là, je me suis réveillé en mode, j'étais fier de moi. J'ai fait, tu vois, là, t'as progressé, t'as pris grave du recul sur qu'est-ce qui se passait réellement, c'était quoi les informations que tu avais à ta disposition, tu as pris des décisions rationnelles et tu as vraiment bien managé, tu as délégué. Un truc que j'aurais fait tout seul qui t'a fait en nuit blanche avant. Voilà. Donc, ça, voilà, c'est vraiment les 3 points, Ok. les 3 points clés. Tu as amené suffisamment de structuration de ta boîte pour pouvoir maintenant recevoir l'info et la distribuer en étant rassuré de ce qui va se passer et en sachant que ça va. Tu n'es pas toujours assuré, tu prends vraiment cher des fois, mais par contre, tu as une autre manière de le communiquer et de résoudre le problème. Ouais. Donc la pression est toujours là. L'entrepreneur, il sacrifie des années de sa vie, je pense, en pression, ça c'est sûr, avec ce que tu manges. Mais par contre, voilà, c'est la gestion du problème et c'est de la manière de comment tu vas réagir avec les autres. Tu vois, par exemple, avant, j'aurais fait putain, c'est la merde. C'est vraiment la merde. Là, je sais pas comment on va faire. Et tandis que là, j'ai fait OK. Alors, les gars, il y a ça qui est en train de se passer. Laissez-moi 1 heure et je reviens avec un plan d'action concret pour qu'on puisse régler ça. Tu te poses, et puis là, tu arrives à trouver des solutions. Je pense que la force de l'entrepreneur et le taf réel de l'entrepreneur, c'est d'être résilient et toujours trouver des solutions. Quoique, peu importe le problème qu'il y a en face. Et, c'est vraiment ton taf, hein. Peu importe le sujet aussi. C'est ça qui est ouf en termes de compétences d'apprentissage. Euh, c'est incroyable parce que tu es super fort à la fin en finance, en marketing, en produits, en, en tout en fait. Tu es passé par toutes les étapes et tu as une compréhension beaucoup plus aiguisée de ce qu'est la société, comment elle fonctionne aussi et comment fonctionnent les boîtes. Et du coup, qu'est-ce que tu fais dans ta société pour impacter l'autre société avec un grand S, aussi même en termes de culture d'entreprise. Il y a plein de choses à faire là-dessus aussi, quoi. Je sens qu'il y a encore là une bonne tonne de sujets de discussion de OK, tu es arrivé à un endroit où tu as une compréhension complète de ce que tu fais dans ta boîte et de comment ça peut s'articuler avec la société en général. Ouais. Pour moi, Et, c'est extrêmement important parce qu'en fait, il faut avoir une compréhension technologique, sociale ouais, et économique. Si tu n'as pas ces 3 points, tu ne peux pas comprendre, tu ne peux pas faire un 360 sur ce qui se passe dans la société humaine, en fait. Et du coup, ta boîte, tu vas moins bien la manager et en fait, et la piloter dans la société humaine. Moi, je pense que j'ai une très grosse culture générale dans le sens où voilà, je m'intéresse à tout. Je regarde ce qui se passe au niveau de la médecine, au niveau de l'astrophysique, au niveau de l'architecture, au niveau de la culture. Et pour moi, c'est complètement essentiel en fait dans la manière de faire les choses au quotidien et de se dire ok, mon marché là par exemple sur les outils sur lesquels on est nous, le no-code et tout ça, de comprendre que ouais, c'est une putain de révolution et qu'il va y avoir d'autres choses derrière. Qu'est-ce qui va se passer avec la blockchain par exemple? Enfin, j'en sais rien, mais c'est ton taf aussi en tant qu'entrepreneur de prendre les informations, de les analyser et de les ressortir par rebond économique aussi et le développement de ta propre boîte. Ouais, c'est une façon de trouver de l'opportunité, d'aller aussi du coup Ouais, résoudre les problèmes plus facilement, de bien comprendre tout ça. Et de exactement. Et moi, c'est ça qui me passionne hein, vraiment. Et un point important dont je n'ai pas parlé,
les gens, ils parlent souvent, les noobs de l'entrepreneuriat, ils vont te dire ouais, mais moi, je vais faire une boîte pour faire un peu d'argent aussi, c'est ce côté-là qui m'intéresse, tout ça. Mais en fait, ils ont intérêt à s'accrocher, ceux-là, hein, parce que généralement, les 2-3 premières années, sauf ceux qui ont de la bouteille ou ceux qui ont eu la chance d'être nés au bon endroit, bête en chie quand même. Et financièrement parlant. Et moi, par exemple, c'est pour ça que tu es aussi aligné aussi quand tu arrives sans argent, c'est que tu fais pas ça pour l'argent. Et c'est trop dur pour faire ça pour l'argent. Moi, on m'a proposé des salaires, tu vois, à 20 000 balles, à 25 000 balles, et que j'ai refusé. J'ai toujours refusé parce que ça ne correspond pas à ma manière de vivre et à ce que je veux avoir comme impact sur la société avant de mourir. Et, et il me reste que 60 ans à peu près à vivre. Donc, moi, c'est vraiment, c'est important de faire vraiment ce qu'on veut et d'être aligné avant de mourir parce que c'est ultra court en vrai, la vie. Donc, pourquoi faire les choses pour de l'argent, quoi? Ça a aucun sens. C'est du vue court terme et assez illusoire, effectivement, dans l'entrepreneuriat, de se dire qu'on va gagner plein de thunes avec une idée. C'est discussion par ailleurs avec Jérémy Goldman sur le ouais, ok, on fait des one-shots, après on se barre aux Bahamas, mais bon, c'est des gens qui sont Je connais bien, satisfaits. Jérémy. Yes, bah ouais, c'est ça, c'est d'avoir du recul sur ça aussi. Moi, ce recul-là, j'ai pu l'avoir uniquement en voyant la mort, en fait. C'était la seule manière de se rendre compte de, comment petit on est. Voilà. Donc, moi, j'ai connu ça voilà, dans des. Tu vois, quand t'es croque-mort, déjà, tu côtoies la mort tout le temps. C'est un peu bizarre comme truc, hein, mais tu fais waouh, ouais, ok. Puis pareil, l'injustice de chacun, quoi. Tu as des gens, ils crèvent à 90 ans, d'autres, ils meurent à 50 ou d'autres 20. Tu fais waouh, ça peut t'arriver demain, quoi. Hein. C'est vraiment, tu as une part hasardeuse forte. Hein. Ouais. Donc, et voilà. Et après, toute l'injustice, moi, là, par exemple, j'ai un pote ukrainien. Bah, putain, tu te dis, putain, l'injustice, les mecs, ils ont rien demandé. On les envoie au front, tu vois, en train de prendre des bombes sur la gueule à la vingtaine, la trentaine. Bon, tu as autre chose à faire dans ta vie, quoi. Voilà. Un peu étrange de sortir de la conversation comme ça, mais ouais, la relativité de. Bah, pour moi, ça fait partie de la conversation, hein, Ouais. parce que ça fait partie de comment tu réagis enfin, à la résilience, tu vois, le fait de se rendre compte que la vie, elle est courte, c'est un paramètre essentiel pour vivre intensément. Et l'entrepreneuriat, c'est une vie d'une intensité extraordinaire. Euh, et moi, tout le monde me pose la question, putain, mais Camille, comment tu fais tout ce que tu fais, quoi? Genre, what the fuck? Ben, mec, je bosse, en fait. Où les gens, ils pensent que des fois, tu es plus intelligent que les autres. Mais absolument pas. C'est du travail, en fait. C'est juste ça. Et, euh, et après, c'est tout. Il y a juste ça. Il y a juste du travail et de la résilience. Et à la fin, la seule chose qui compte, c'est ta courbe d'apprentissage. C'est la vitesse à laquelle tu apprends en fonction du travail. Et, euh, et plus tu apprends, en fait, plus ta valeur dans la société, elle est forte. Et même si tu n'as pas gagné d'argent pendant X années avec ta boîte que tu as craché, ben, tu as des gens, ben moi, c'est ce qui m'est arrivé. Hein. Quand j'ai eu les grosses propositions de salaire, c'est les gens, ils avaient vu tout ce qu'on avait fait en 1 an et demi. Ben, là, du coup, tu as des gens qui arrivent et qui débarquent. Putain, mec, tu veux pas être directeur de l'innovation de telle boîte? Tu veux pas t'occuper de ça dans telle boîte? Et là, tu vois des salaires que toi, tu n'as pas imaginé, tu vois. Et tu fais, bon, ben non, en fait. Mais justement, parce que tu sais que c'est court. Ouais. Et alors, moi, les quelques entrepreneurs un peu mordus comme ça, avec qui j'ai échangé ou bossé, la discussion qu'on finissait par avoir, c'est en fait, c'est quoi ton angoisse existentielle qui fait que tu as besoin de faire tout ça? Et c'est vraiment, à mon sens, pouvoir développer autant d'énergie et autant d'intensité dans ton rapport à la vie, c'est une façon de se dire, en fait, oui, on sait qu'il y a la mort va arriver et
j'ai je sais pas comment dire, un modus operandi qui fait que j'ai besoin de dépasser et c'est ça en permanence que je suis en train de travailler quand je suis en train de, monter des boîtes, de rencontrer des gens, voilà, Ouais. Alors moi, pour moi, le modus operandi, c'est, enfin, le pourquoi je fais ça, à la fin, c'est l'injustice, je pense. Au fond, c'est le fait d'avoir une société, de vouloir une société qui est plus équilibrée mmh, euh, et qui est mieux faite. Parce que des fois, enfin, même rationnellement, tu te dis, putain, le système, il est merdique, quoi. Dans notre sujet de l'éducation, tu te dis, putain, mais les gars, mais comment c'est possible que il y a rien qui bouge. Et après, tu te rends compte, quand tu te penches vraiment dessus, pourquoi il y a 5 ans d'études alors que tu pourrais apprendre plein de trucs dans certains métiers en beaucoup moins de temps si c'était pratique. Euh, pourquoi, je sais pas moi, les écoles de commerce, elles sont aussi chères alors que finalement, tu fais la même chose qu'à la fac, souvent. Enfin bon, bref. Et tout ça, bah, tu t'analyses un peu tout et tu fais ton panorama. Tu te dis, bah, vas-y, moi, euh, moi, je suis là parce que je veux créer quelque chose de plus juste pour la société et de plus. Et voilà, et laisser une trace là-dessus. mmh, Ouais. Et c'est pour ça que je veux faire une boîte avec un impact. Parce que ouais, j'ai envie de laisser une trace, quoi. ouais. De laisser une trace et de le faire à une échelle qui justement qui puisse, survivre, à Ouais. toi et ton énergie et ta Mais ton énergie. il y a deux choses. Moi, j'ai vraiment deux gros combats. J'ai le premier, c'est éducation, qui est vraiment un combat très large et là, qui est au sens de société humaine, quoi. Mais après, le premier combat, pour moi, il est vraiment, c'était sur le territoire. Euh, moi, je suis très content d'apporter beaucoup de choses en local. Parce que justement, quand tu fais beaucoup de choses en local, les locaux te le rendent bien, c'est les gens que tu croises tous les jours. Mmh. Et, ça, pour moi, c'est vraiment, c'est hyper important. Moi, je suis engagé dans plein de trucs. Je sponsorise la pelote, on aide des associations locales sur pas mal de problématiques locales, l'agriculture, l'immobilier, tous ces trucs-là. Et tout ça, pour moi, c'est essentiel d'avoir un impact territorial parce que finalement, c'est les gens que tu aimes, c'est ceux qui sont proches de toi, hein, souvent. Et, euh, et voilà, donc tu as ces deux enjeux-là dans ma vie, quoi. Est-ce que, tu as une actualité que tu as envie de partager? Ouais, Et puis où est-ce qu'on peut te retrouver pour, de ouf. Bah, grosse actualité, là, c'est qu'on est en train de finaliser notre crowd equity, donc notre levée de fonds participatif avec tous les gens qui kiffent ce qu'on fait. Là, on est à 135 000 euros sur 200 000 euros. Voilà, il faut qu'on arrive à 200K d'ici une semaine et demie, je dirais. Ça serait cool. Euh, donc, s'il y a des gens qui sont chauds pour nous soutenir là-dessus, c'est très stylé. Et voilà, derrière, nous, on est sur conquistador.io. Donc, c'est là que tout le monde peut aller voir ce qu'on fait. On a un cursus, en fait, c'est un cursus intensif de 4 mois où tu rejoins une communauté d'entrepreneurs et de talents qui te forment au digital et montent des boîtes ensemble. Et c'est hyper fun. On est basé à Bayonne, Hendaye et Donostia, Saint-Sébastien. Voilà, donc aujourd'hui au Pays Bas, mais on prend tout le monde en ligne aussi. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont en ligne. Et, euh, et bientôt à Bordeaux, Paris, Inch'Allah, post-levée de fonds. OK. Alors, tout le soutien, on va diffuser l'info déjà, parce que ça vous donnera du soutien pour Yes, cette levée allez de fonds. voir ce qu'on fait. Et puis moi, sur LinkedIn, voilà, si vous voulez suivre mon contenu, je parle Pays Basque, je parle entrepreneuriat, je parle digital et éducation. Voilà. OK, merci beaucoup. Ma dernière question, c'est s'il y a quelqu'un que tu voudrais, voir à cette place, que je lui cuisine un peu sur le sujet, ça serait qui? Euh, voilà. Mmh. Il y a pas mal de monde, hein. Mais il y en a. Ouais, il y a Manuela Didier Chanfro, OK. une femme.
change aussi. C'est trésorière de la French Tech ici. Elle a une boîte qui fait c'est la plateforme de filles au pair, leader filles au pair. Et puis là, elle est en train de créer un truc une entreprise pour vraiment aller aider les jeunes, les étudiants à se trouver un logement au Pays Basque, puisque c'est une catastrophe malheureusement pour les locaux. Donc ouais, je trouve que c'est une bonne thématique, et puis je sais qu'elle est passée par des hauts et des bas aussi, quoi. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Deuxetas, mille esker eta laste arte, ça veut dire de rien, merci et à la prochaine. Avec plaisir. Vous venez d'écouter la phase B du succès. Laissez-moi vos commentaires sur la page et retrouvez-moi sur LinkedIn ou sur mon site internet morgane-catoire.fr.